Dans cette vidéo, je m'apprête à vous démolir, à vous atomiser, à vous pulvériser une phrase qu'on entend constamment dans le débat public sur des sujets comme l'écologie, la religion, l'avortement, le véganisme, une phrase qui semble si sensée et si évidente et qui est pourtant si fausse et si maladroite qu'à chaque fois qu'on la prononce, un chaton et deux philosophes en meurent. Cette phrase, c'est « Chacun fait ce qu'il veut. Je n'impose pas mon mode de vie, ne m'impose pas le tien. Laissons les gens vivre comme bon leur semble. » Et là, vous vous dites sûrement « Quoi? Mais où est le problème ?» Et je vais vous expliquer où est le problème. Ok, la liberté, c'est cool. Pourquoi? On peut trouver plusieurs raisons, mais en voici une. Nous sommes tous différents. Nous avons des goûts, des centres d'intérêt, des aspirations différents. Par conséquent, on ne saurait imposer un standard de vie unique sans provoquer la frustration. La liberté est une marge de manœuvre qui permet à chacun d'agir selon ses préférences. Dans un monde idéal, si l'on veut maximiser la liberté, il suffit de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. La liberté des uns entrave bien souvent celle des autres. Celui qui met la musique à fond à 1h du matin perturbe le sommeil de ses voisins. Sa liberté de faire la fête entrave celle des autres de dormir. Ainsi, en pratique, pour maximiser la liberté de tous, il faut, jusqu'à un certain niveau, restreindre celle de chacun, et non pas laisser chacun faire ce qu'il veut. C'est la fameuse phrase « Ma liberté s'arrête là où celle des autres commence ». Mais remarquez qu'il ne s'agit pas seulement de respecter la liberté d'autrui, mais plus généralement de respecter ses intérêts. Si je frappe un bébé, dira-t-on que j'ai entravé sa liberté ? Pas vraiment, on dira plutôt que je lui ai fait mal. S'il faut restreindre ma liberté de frapper le bébé, ce n'est pas tant au nom de la liberté du bébé que de son intérêt à ne pas souffrir et à rester en bonne santé. Ainsi, la phrase « Ma liberté s'arrête là où celle des autres commence », on peut la généraliser à « Ma liberté consiste à faire ce que je veux qui ne nuit pas à autrui ». C'est, en paraphrasant un peu, l'idée du fameux philosophe John Stuart Mill. Vous connaissez John Stuart Mill ? Et ça, je pense que tout le monde va être d'accord. Il faut laisser une marge de liberté à chacun, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas seul au monde, et pour le bien de tous, il faut poser des limites à nos décisions individuelles. En fait, il faut distinguer deux cas. D'une part, le cas où nous sommes les seuls concernés par une décision. Par exemple, si j'ai envie de faire une randonnée dans la neige, soit cela ne concerne que moi, je ne fais de mal à personne, il n'y a pas à restreindre ma liberté. Et d'autre part, le cas où nous ne sommes pas les seuls concernés par une décision. Par exemple, si j'ai envie de faire une randonnée dans la neige, mais que je n'ai pas le matériel, que je vole le bâton des autres, que je cambriole un magasin de raquettes, que je raquette le bonnet d'un passant, je ne suis plus le seul concerné par ma décision. Ma liberté doit être restreinte dans la mesure où elle nuit aux vendeurs et aux passants. Ça, c'est absolument trivial, et vous me demandez peut-être où je veux en venir. C'est que dans le débat public, ce principe est complètement oblitéré. Prenons un débat sur la viande. Ouh là, je vais me faire des amis aujourd'hui. Quand des animalistes ou des écologistes disent qu'il faut réduire, voire cesser la consommation de viande, soit pour réduire l'impact environnemental, soit pour réduire la souffrance animale, systématiquement, quelqu'un leur répondra « Chacun fait ce qu'il veut ». Ça aurait du sens si ce qu'on mangeait ne concernait que nous. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il a fallu élever des animaux, souvent dans des cages, dans des hangars, dans des bassins où ils n'ont guère de liberté. Il a fallu transporter ces animaux et les tuer sans qu'on leur laisse le choix. Il a fallu nourrir ces animaux, donc cultiver un champ, éradiquer la plupart des espèces qui vivaient sur ce champ. Il a fallu rejeter des gaz à effet de serre qui favorisent le changement climatique qui favorise les incendies, la sécheresse, la montée des eaux, l'érosion des côtes, ce qui à son tour forcerait des millions d'humains à se déplacer. Vous pensez peut-être que je vais un peu loin, mais même pas. La consommation de viande, ça va bien au-delà de la sphère privée. D'ailleurs, c'est valable pour tous les produits, mais c'est d'autant plus saillant pour la viande. Ça impacte des humains, des animaux domestiques, des animaux sauvages, toute la vie en général. Ça fait pas mal. Et quand je dis ça impacte, je veux dire que ça cause des nuisances et, in fine, ça réduit leur liberté. Pensez aux humains qui seraient contraints de quitter leur habitation au bord de la mer. Donc de façon assez paradoxale, je l'accorde, mais tout à fait logique, un défenseur de la liberté doit restreindre la liberté de manger de la viande. Alors on pourrait m'objecter deux choses. Premièrement, jusqu'où ça ira ? La liberté consiste à faire ce qu'on veut qui ne nuit pas à autrui. Très bien, mais à partir de quelle nuisance faut-il restreindre la liberté et à quel point ? C'est tout le débat. Simplement, ce que je veux montrer, c'est qu'on ne peut pas déclarer naïvement « chacun fait ce qu'il veut et fin du game ». Deuxièmement, certains me diront « les animaux ne font pas partie d'autrui, on n'a pas à les considérer ». Alors, sans rentrer dans un débat de philosophie morale, je ne vous crois pas. Parce que, imaginez Bertrand et son chien Nala. Un jour, vous êtes invité chez Bertrand et vous le voyez shooter dans Nala, comme pour marquer un penalty. Nala pousse un grand cri. Alors vous dites « Ne faites pas ça !» Et Bertrand vous répond « C'est ma liberté. »
Et là, je suis à peu près sûr que vous n'êtes pas tout à fait convaincu par la réponse de Bertrand. Ça montre que dans autrui, dans nuire à autrui, vous incluez déjà les animaux. Parlons aussi de l'avortement. Oui, j'ai vraiment décidé de me faire des amis aujourd'hui. Quand vous dites à des anti-avortements, vous voulez marcher pour la vie, mais faites des marches dans votre jardin. Marchez et dites, oh, la vie c'est super, mais pourquoi vous voulez empêcher celle des autres? La vie, je marche moi je pour la suis vie. pour la vie, et oui, mais voilà, faites ça, comme ça vous emmerdez personne, tu vois, et comme ça vous enlevez de droit à personne. Tant que ça se passe pas dans ton propre corps, peut-être en fous-toi. Si t'es contre l'avortement, avorte pas. Ouais. À la rigueur. eh bien vous avez zéro chance de les convaincre. Parce que l'avortement ne concerne pas que la femme, ça concerne aussi le fœtus. Alors on pourrait arguer que la liberté de la femme prévaut sur l'intérêt du fœtus, voire que le fœtus n'a pas d'intérêt propre. Comme j'ai pas envie de digresser, je vous ai mis quelques articles en description. Mais c'est tout le débat. Si vous voulez mon avis, je suis plutôt en faveur de la liberté d'avorter, mais il n'y a rien d'évident là-dedans. Et surtout, on n'a pas besoin de le défendre d'une façon tout à fait caricaturale en disant « chacun fait ce qu'il veut ». Voici donc la première limite de la liberté. Les autres. Mais j'irai plus loin, la liberté peut vous nuire. Les partisans d'une morale de la liberté ont tendance à fortement distinguer soi et autrui. Tu ne dois pas nuire à autrui, mais tu fais ce que tu veux de ta propre vie. Tu n'as pas d'obligation envers toi-même, ou alors c'est toi qui définis tes propres obligations. C'est assez intuitif, mais c'est critiquable. En 2009, le philosophe français David Olivier publiait cet article « La personne est le tunnel de verre ». Il y défendait l'inexistence du moi, c'est-à-dire l'inexistence d'une même entité qui perdure dans le temps et qu'on appelle « moi ». Je vous ai mis l'article en description pour que vous puissiez voir ses arguments. Pour David Olivier, ce qui existe, ce sont plutôt des instants de conscience qui se succèdent. Par conséquent, le rapport de moi maintenant à moi futur est de même nature que celui de moi à autrui. Je répète, le rapport de moi maintenant à moi futur est de même nature que celui de moi à autrui. Voilà qui change la donne. En effet, reprenez la phrase « Ma liberté s'arrête là où celle des autres commence ». Eh bien, on pourrait la transformer en « Ma liberté à un instant T ne doit pas entraver plus fortement ma liberté future ou celle d'autrui ». Ça peut vous paraître bizarre, mais vous allez voir que ça se comprend. Nos choix ne sont jamais que nos choix d'un instant, et de mauvaises décisions peuvent entraver notre capacité future à choisir la vie qu'on désirera. Imaginons qu'à l'âge de 17 ans, je me mette à consommer moult drogues fortes, que j'en devienne accro, que peu à peu ma santé se détériore, qu'à 46 ans je me retrouve bloqué sur un lit d'hôpital, et qu'à 55 ans je meurs. Alors certes, j'aurais bénéficié d'une certaine liberté dans ma jeunesse, mais je serais devenu dépendant des drogues et incapable de mener une vie libre. Si quelqu'un de ma jeunesse m'avait empêché d'en consommer, j'aurais vu une atteinte à mes libertés. Pourtant, il m'aurait permis d'en retrouver davantage à l'avenir. De même qu'un peu de restriction est nécessaire pour la plus grande liberté de tous, un peu de paternalisme est nécessaire pour la plus grande liberté de chacun. Et c'est là que j'aimerais vous emmener vers des lieux plus vertigineux. Imaginez un prosélyte qui veut vous convertir à sa religion, en affirmant que si vous restez païen, vous irez en enfer. Peut-être que vous répondrez « Laisse-moi, ça ne te regarde pas, je ne t'impose pas, mon mode de vie ne m'impose pas le tien ». Et ce serait une grave erreur. Imaginez quelqu'un qui se promène et se dirige tout droit vers un gouffre. Heureusement, vous êtes devant et vous l'apercevez. Vous lui dites « Faites attention, passez votre chemin ou vous périrez ». Mais le passant, dans son déni, vous répond « Je ne vois pas de gouffre. Et puis, ne m'imposez pas votre direction. » Malgré tout, vous accourez vers lui et tentez de le faire changer d'avis. Est-ce de l'arrogance de votre part? Non, simplement du bon sens, de la compassion et de la raison. Il faut s'imaginer que si l'enfer existe, nous reviendrons sur cette supposition après, si l'enfer existe, vous aurez beau faire valoir votre liberté, elle ne vaudra rien en comparaison, parce que l'enfer est un préjudice éternel et votre liberté du vivant est un bienfait éphémère. Or, je ne pense pas me tromper en disant que l'éternité est à la finitude ce que la finitude est au néant, ou que ce qui est éternel a infiniment fois plus de valeur que ce qui est fini, de même que ce qui est fini a infiniment fois plus de valeur que rien du tout. Vous aurez beau dire que votre liberté d'un jour, d'un minuscule jour ou d'une minuscule année vaudra toutes les souffrances de l'éternité, ça ne passera pas si vous réalisez un peu ce qu'est l'éternité. Quand l'éternité vous regarde, pauvre mortel, et que vous regardez le vide, vous ne voyez qu'une seule et même chose. Alors toute la question c'est, l'enfer existe-t-il vraiment? S'il existe, est-il éternel? Et surtout, est-ce que c'est en adhérant à telle religion plutôt qu'à telle autre qu'on aura plus de chances d'y échapper? C'est ça que vous devriez répondre à ce prosélyte. Non pas parler de votre liberté, parce qu'il sait qu'elle ne vaut pas grand-chose face au danger qu'il veut vous éviter, mais dire que ce danger n'existe peut-être pas. Et là, on partirait dans de la métaphysique, mais ce n'est pas tout à fait le sujet de cette vidéo, donc arrêtons-nous là. J'espère que maintenant, vous regarderez ces appels au chacun son choix avec un peu plus de prudence. La liberté mérite mieux que ça. Elle ne mérite pas d'être réduite à de l'insouciance, de l'indifférence et de l'irresponsabilité. La liberté a des limites, et c'est en composant avec ces limites qu'on saura en faire un usage sain. Honorer la liberté, ce n'est pas l'user à outrance, c'est l'user à raison.